Bonjour, cette vidéo pour vous parler de la façon de mettre en place Holacracy 5.0. L'histoire commence le plus souvent avec un dirigeant qui me contacte et puis nous enclenchons quelques sessions, ce que j'appelle un parcours dirigeant, pour l'accompagner dans la préparation de la transformation de son entreprise, qui peut ensuite s'appuyer sur la mise en place d'un module particulier dans l'ensemble de la transformation, qui est la mise en place de Holacracy. Et tout de suite, qu'on soit bien clair entre nous, la mise en place de Holacracy ne peut pas couvrir toute la question de la feuille de route pour accompagner cette transformation. Ceci dit, donc cette vidéo est centrée sur la mise en place de Holacracy. Et voici ce qui émerge au bout de 12-13 années maintenant de pratique de Holacracy. Il y a plusieurs étapes. Alors là, je vous donne un schéma général, il peut être ajusté en fonction des contextes, mais globalement, ce schéma opère naturellement. La première étape, c'est ce que j'appelle le parcours dirigeant. Parcours dirigeant dans lequel je l'accompagne. On va regarder un certain nombre de choses qui sont essentielles avant de vouloir prétendre mettre en place Holacracy. La première chose, c'est je m'assure auprès de lui, et je le challenge même avec bienveillance, pour vérifier qu'il a une bonne raison de changer. Souvent, les dirigeants veulent changer parce que, évidemment, avec la pression qu'on a sur la presse, on entend parler d'entreprises libérées, on entend parler d'organisations opales, on entend parler de beaucoup de choses. Et du coup, il y a un peu un effet mode. Mais au-delà de la mode, il est important de vérifier qu'il y a une vraie raison profonde. Je parle même de raison tripale du changement. Je ne parle pas de la raison d'être de l'entreprise, bien sûr, elle est là, ça, ce n'est pas la question. Je parle de la raison d'être profonde, tripale du changement. Et ça part de la personne source, souvent le dirigeant. Donc ça, c'est la première chose que je regarde avec lui, parce que s'il n'y en a pas, je sais que c'est même pas la peine. En tout cas, c'est même pas la peine d'adopter Holacracy. Le changement est trop important et il a besoin d'avoir beaucoup d'énergie profonde, donc tripale, pour pouvoir accompagner ce changement pluriannuel de la mise en place de Holacracy. La deuxième chose que je vérifie et je regarde avec le dirigeant, c'est on va questionner, on va interroger quelles sont les croyances implicites de l'organisation. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que parmi ces croyances implicites, il y ait des forces contraires à la transformation vers le self-management. Comme par exemple la croyance qui est assez répandue, malheureusement, qu'on ne peut pas faire confiance aux êtres humains, ou d'autres types de croyances. Donc c'est important de pouvoir déterrer ces croyances, les rendre explicites, et puis faire quelque chose avec si vous tombez sur une croyance du type on ne peut pas faire confiance à l'être humain. Parce que si on ne peut pas faire confiance à l'être humain, et si ça c'est engrammé de façon implicite dans toute l'organisation, souvent porté par la source, de façon consciente ou inconsciente, alors évidemment ça serait une hérésie de vouloir prétendre aller vers le self-management qui nécessite le pari de la confiance. Quoi que vous fassiez, si vous ne traitez pas ça en amont, quoi que vous fassiez en termes de transformation, de mise en place de Holacracy, cette croyance, elle va saboter tous les efforts que vous allez faire pour mettre en place le self-management qui passe par le pari de la confiance. Voilà, ce genre de sujet, il y en a d'autres, mais voilà, deux sujets pour vous dire, donc rien à voir avec Holacracy, pour moi c'est juste des préambules, des préalables, des prérequis importants avant la mise en place de Holacracy. Une fois je change d'échange, donc ça se fait sur quelques sessions, le dirigeant me dit, mais alors, comment je fais là ? Comment on avance ? Comment j'avance avec mon management ? Et là, on rentre dans ce que j'appelle la première étape, c'est ce que j'appelle la mise en mouvement du management. Donc on va organiser avec le dirigeant un séminaire, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel. Si c'est en ligne, c'est quand même significatif, hein. On parle de 7-8 sessions de 3 heures, durant lesquelles tous les managers sont là, les dirigeants et managers sont là, et on va expérimenter. En fait, l'objectif, c'est d'expérimenter cette pratique Holacracy de manière à ce qu'ils puissent la vivre. Parce que Holacracy est avant tout une pratique, on peut en parler de manière cognitive, mais vivre, qu'ils pratiquent Holacracy pendant ces 8 sessions. Ça, c'est l'objectif affiché. Un autre objectif de cet espace de mise en mouvement, ça va être de pouvoir créer un cadre de sécurité permettant à tous les managers d'exprimer leur scepticisme et d'exprimer leurs objections à ces nouvelles formes de gouvernance, ces nouvelles formes de management. Et ils en ont plein. Ils en ont plein parce que, à force de lire des choses sur Internet, ils peuvent avoir peur que le management soit éradiqué, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui disent « adieu le management, plus de manager, etc. etc., etc. » Et donc, mettez-vous dans les baskets d'un manager, il peut se poser des questions. Alors, la plupart d'entre nous pouvons projeter sur le manager qui ne veut pas lâcher le pouvoir. C'est ce qui se dit, et quand vous creusez un peu plus loin, vous vous rendez compte que ceux qui disent ça, souvent, ne sont pas en situation de manager. En fait, la réalité est tout autre. Dans la grande majorité des cas, c'est pas qu'ils veulent pas lâcher le pouvoir, ça peut arriver, mais c'est une minorité. C'est parce que, en fait, ils savent bien la valeur ajoutée qu'ils apportent à l'organisation, et ils se disent que s'ils sont plus en position de management, alors il y a plein de besoins de l'organisation, qu'ils sont les seuls à voir, et que donc, s'ils n'ont pas la place qui leur permet de les traiter, ben, du coup, ces besoins-là, personne d'autre va les voir,
et à juste titre, et donc ils ne vont pas être traités et l'organisation risque de baisser en performance. Ce qui est la réalité, ce qui est vraiment la réalité. Donc on a besoin de leur expliquer que le pouvoir, et on profite de cette mise en mouvement, que le pouvoir en fait il change de forme, et que ce n'est pas qu'ils vont avoir moins de pouvoir, c'est qu'ils vont avoir beaucoup plus de puissance sur l'organisation pour traiter et donc satisfaire et traiter les besoins organisationnels, mais simplement la forme du pouvoir change. C'est l'occasion pendant ce parcours de leur faire comprendre, de traiter toutes leurs objections pour qu'ils puissent commencer à apercevoir, à apprendre tous les ressorts en fait de cette nouvelle forme de management, pour qu'ils y adhèrent. Et en fait, au bout des 8 sessions, lorsqu'on a eu un climat où les gens se sont exprimés, eh bien, en fait, ils adhèrent assez rapidement à l'outil. Moi, je comprends assez vite leur problématique managériale pour avoir été manager et dirigeant pendant des années, et en même temps, je maîtrise suffisamment l'outil pour leur faire comprendre et leur donner toutes les réponses à des questions souvent qu'ils se sont posées pendant des années. Et il y a plein de eureka dans leur tête, on le voit. Bref, c'est pas la partie difficile, celle-là, de mettre en mouvement le management. C'est vraiment pas la partie difficile. Et du coup, à la fin des 8 sessions, vous avez des managers qui savent ce dont on parle quand on parle de l'holacratie, qui y voient leur intérêt et qui y voient l'intérêt pour l'entreprise. Donc ça, c'est la partie mise en mouvement du management, parce que c'est essentiel que, pour moi, 100% des managers soient favorables à la mise en place et soient non seulement favorables, mais soient porteurs de la mise en place de cet outil. Ils veulent se l'approprier. Et généralement, ce qui se passe après ce parcours de mise en mouvement, c'est qu'ils veulent tous y aller tout de suite. Et là, je suis obligé de les freiner en disant « Attendez, il faut qu'on aille voir du côté des collaborateurs, parce que la mise en place de l'holacratie nécessite, facteur clé de succès ou de réussite de l'holacratie, nécessite que tout le monde pratique l'holacratie. Même si légalement, le management et la direction ont tout pouvoir pour imposer un nouveau mode de management, ça serait complètement anti-performant de ne pas consulter les collaborateurs. Quand je dis consulter, je me dis même concerter. Il ne s'agit pas d'aller voir les collaborateurs pour leur dire voilà, enfin une grand-messe, une belle communication brillante, comme les dirigeants savent le faire. Non. Vraiment de façon authentique, leur demander leur avis. Alors nous, on le fait sous forme souvent d'ateliers de concertation. Donc on regroupe les collaborateurs, on les mélange, on les regroupe par petits groupes de 8, 10, 12. On leur donne suffisamment de matière pour qu'ils puissent se forger une opinion. L'objectif, c'est de leur donner la matière pour qu'ils puissent se forger une opinion sur le fait que Holacracy est un bon outil pour l'entreprise et un bon outil pour eux. Donc on invite évidemment le dirigeant, la personne source, à leur expliquer la raison d'être profonde du changement. Et plus elle est profonde, plus elle va sonner vraie et plus ça va permettre d'embarquer les collaborateurs. On fera un petit processus de concertation là-dessus pour qu'ils puissent poser leurs questions de clarification, pour qu'ils puissent réagir, que tout le monde puisse réagir. Et puis dans un deuxième temps, on leur pose très rapidement les bases de l'holacratie. On leur parle de ce que c'est qu'un rôle, parce que c'est qu'une tension. On ne va pas beaucoup plus loin parce que l'abstrait n'est pas efficient en la matière. Et après, on plonge dans des cas réels. Donc on leur demande des situations concrètes, passées ou présentes, qu'ils ont vécues, dans lesquelles ils se sont dit « Waouh, on aurait pu mieux faire. Franchement, là, je ne suis pas satisfait de la façon dont ça a été résolu. » Et à partir de ce matériau, de cette matière, eh bien, on prend cas après cas et puis on leur dit voilà, dans ce cas-là, quel est ton cas? Et dans ce cas-là, voilà, si tu avais eu en main un outil type Holacracy, tu aurais pu ajouter au chemin que tu as suivi, aux façons de faire que tu as utilisées, tu aurais pu ajouter tel ou tel chemin, telle ou telle façon de faire pour résoudre ta difficulté, pour résoudre cette situation, pour améliorer les choses, pour innover. Et lorsqu'on a déroulé quelques situations comme ça, allez, 5, 6, 7. Déjà, c'est intéressant parce que les collaborateurs, les personnes qui sont là, apportent de plus en plus de choses un peu plus profondes, un peu plus prégnantes, un peu plus importantes. Et puis, lorsque vous en avez traité, vous avez fait 2 heures de ça. Alors, ils ont tous compris ce dont il s'agissait. Et du coup, c'est le moment de leur demander leur avis. Nous, on le fait de façon anonyme, de les sonder en leur demandant est-ce que la raison d'être du changement profond, tripal, qui est exposé par le dirigeant, te parle ? Est-ce qu'elle sonne vraie? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que tu penses que, compte tenu des enjeux de l'entreprise, la mise en place d'un outil type Holacracy, ça fait du sens? C'est nécessaire? Et puis troisième question, est-ce que toi, à titre personnel, la mise en place de l'Holacracy, ça va t'aider? Est-ce que tu considères que c'est un outil, comme ça intuitivement, tu ne l'as pas pratiqué, mais intuitivement, est-ce que tu considères, avec tout ce que tu viens de voir, que c'est un outil qui pourrait sérieusement t'intéresser, te faciliter ton travail et te permettre de créer plus de valeur, beaucoup plus de valeur dans l'exercice de tes rôles? Et puis, bien sûr, dernière question, est-ce que tu vois des risques à la mise en place d'un outil comme ça au sein de l'entreprise? Et bien sûr, oui, non, et puis quels sont les risques? Voilà, type de sondage. Une fois qu'on a terminé, on a fait ça, cette étape de concertation qui, encore une fois, est essentielle avec les collaborateurs, et il faut que le management se mouille aussi dans ces ateliers de concertation. Alors, on analyse on fait une prise de recul, un feedback avec le management et la direction. Et puis, à partir de ce feedback, on regarde les risques, on regarde le pourcentage de gens qui répondent oui à la deuxième question sur Holacracy, c'est bien pour l'entreprise, et oui à la troisième question, Holacracy, c'est bien pour moi. Et puis, donc, on a coutume de dire
dans l'Institut AGI que s'il y a moins de 80% des collaborateurs qui disent oui et oui à ces deux questions, c'est même pas la peine. Il est urgent de ralentir et de ne pas y aller et de se poser d'autres questions en amont. Le terrain n'est pas prêt. On arrive parfois à des 93%, bien sûr. Chez le dernier client, c'est 93%. Et puis, bien sûr, sur la base de ces résultats consolidés, sur la base d'une analyse des risques, eh bien, le management et la direction peuvent prendre la décision d'y aller. Et à ce moment-là, on lance l'étape probablement la plus importante dans la préparation du lancement de Holacracy. Cette étape, on l'appelle encodage, l'encodage. Bon, ça c'est dans notre jargon. Qu'est-ce qu'on fait dans cette étape? La première chose qu'on fait, c'est qu'on part des statuts juridiques. On demande des statuts juridiques et on va chercher à interfacer la mise en place de Holacracy dans les statuts juridiques. Pourquoi? Parce que les statuts juridiques, c'est là où sont décrits officiellement, c'est la carte d'identité du pouvoir de l'entreprise avec les mandataires sociaux, etc. On ne pourrait pas greffer un outil dont la fonction est de gérer le pouvoir ailleurs que dans les statuts, puisqu'il ne serait pas sourcé avec le pouvoir réel de l'entreprise. Donc toute la partie encodage de ce qu'on appelle le cercle d'ancrage, le cercle plus grand, qui est l'interface finalement entre les statuts, quelle que soit la forme juridique, ça peut être une coopérative, ça peut être une société à directoire et conseil de surveillance ou une société anonyme, enfin tout type de société juridique, on a fait cette interface-là. Le cercle d'ancrage, bien sûr, on le fait avec les mandataires sociaux. Et puis ensuite, on va encoder, on va définir le type de délégation que veulent faire les mandataires sociaux sur le cercle général, le cercle des opérations. Et généralement, le cercle d'ancrage va déléguer la totalité des opérations et des relations contractuelles avec les collaborateurs dans le cercle général. Et ce cercle général, maintenant, on va s'intéresser à l'encodage des sous-cercles, des équipes, si vous voulez. Et c'est vraiment important de commencer par le cercle général. Souvent, les personnes commencent à encoder les rôles, en demandant à tout le monde de faire ses rôles, puis ils assemblent ça comme ils peuvent. Non, non, non. Il y a une structure, il y a une intégrité de l'hierarchie qui passe par encoder les sur-ensembles avant d'aller dans le détail. Et il y a des façons de faire pour éviter d'aller dans un système bureaucratique. Le principal danger dans cette phase-là, c'est de faire de la bureaucratie. C'est de décrire les activités les unes après les autres. C'est pas ça qu'on veut. En fait, on veut créer des sous-entreprises. Les sous-cercles du cercle général sont des entreprises à part entière. Et donc, elles doivent être en mesure de créer de la valeur comme une entreprise à part entière. Nous, on utilise le modèle du business model Canva pour ça. Et du coup, après, on fait l'encodage. Sinon, le risque est très, 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 très grand pour que vous ayez une organisation qui ne marche pas, qui soit bureaucratique et qui passe à côté. Une emphase particulière sur le cercle RH, parce que les fonctions RH, bien sûr, qui ne sont pas données par la Constitution, il faut bien les encoder. Ça passe notamment par le hiérarque. Le hiérarque, c'est facile, c'est celui qui signe le contrat de travail. Alors, je sais que ce n'est pas très populaire, mais la hiérarchie, elle existe parce qu'il y a un contrat de travail, puisque dans le contrat de travail, inhérent au contrat de travail, il y a un lien de subordination entre la personne qui a signé le contrat et son responsable hiérarchique. Ce n'est pas le moment de faire la politique de l'autruche. Si vraiment vous voulez limiter les effets pervers de cette relation hiérarchique, le mieux, c'est de rendre explicite ce lien de subordination, et donc nous on le rend explicite en proposant généralement dans le cercle RH de créer ce rôle de hiérarque qui gère le contrat dans la durée. Alors il peut être plusieurs, c'est pas forcément le mandataire social, ça peut être le mandataire social qui a délégué, mais qui gère le contrat de travail dans la durée. Et bien sûr, parce qu'il y a contrat de travail, eh bien ça veut dire qu'il y a processus de recrutement, ça veut dire qu'il y a processus d'onboarding, ça veut dire qu'il y a processus de formation, ça veut dire qu'il y a de la paye, il y a les notes de frais, il y a tout ça, l'évaluation de la performance, les entretiens professionnels, les entretiens, etc. Toute forme d'entretien. Donc tout ce que je viens de citer, ce sont des fonctions RH qui n'existent d'ailleurs que parce qu'il y a un contrat de travail. Et donc c'est assez normal de centrer le contrat de travail sur ce cercle RH et du coup d'y décrire les fonctions RH et toute la partie administrative RH. Et ça ne suffit pas. Il y a aussi un besoin de couvrir les besoins sociaux. On a des êtres humains, les êtres humains peuvent avoir des tensions personnelles, interpersonnelles, des états d'âme, etc., etc. Il peut y avoir besoin de créer, besoin de sentiments d'appartenance, enfin bref. Tous ces besoins sociaux qui ne sont pas inhérents directement au travail, c'est aussi dans ce cercle qu'on va pouvoir les encoder. Voilà, ça c'est important. Après, le gros morceau, c'est la fonction managériale, surtout en 5.0, puisque en 5.0, vous savez ou vous ne savez pas, mais que le leader de cercle n'est plus défini, plus défini comme il l'était dans la version précédente, la version 4.1. Donc c'est important de travailler en profondeur ce qui est attendu du management. Et d'abord de définir les managers, parce qu'il y a plusieurs managers, on vient d'en citer un, le hiérarque. Le hiérarque est un manager, évidemment. Et puis il y a le leader de cercle qui est un manager. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un leader de cercle? Quels sont ses attendus? Quelles sont les redevabilités qui vont être posées sur ce leader de cercle? Et puis il peut y avoir dans certaines entreprises qui font dans le service, dans le conseil, il peut y avoir aussi un autre rôle de manager qui est le chef de projet. Parfois d'ailleurs ce rôle de manager, ce rôle de chef de projet est bien plus important dans ces entreprises-là que le rôle de leader de cercle. Donc voilà, vous avez votre structure managériale avec 2 ou 3 profils, 2 ou 3 avatars qu'il faut décrire. C'est la structure managériale qui ensuite sera déclinée sur l'ensemble de l'organisation. En même temps qu'on lance cette structure, on lance ce qu'on appelle nous le parcours manager. Les managers ont besoin d'être formés. D'ailleurs, ils ont besoin de passer par très souvent changement d'identité, changer de posture. Le changement de forme de pouvoir passe évidemment à la fois par un changement de posture
de l'ensemble des managers et des outils de management. Donc c'est à ce moment-là qu'on enclenche le parcours manager. Très concrètement, c'est des sessions de coaching, plus une formation à l'excellence managériale, qui est 10 sessions de 3 heures dans la durée. Donc on a encodé le cercle d'ancrage, on a encodé le cercle général, on a encodé le cercle RH, on a décrit les fonctions managériales de l'organisation. On va ensuite encoder les flux financiers. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça, donc le robinet des autorisations de dépenses et des autorisations de contracter passe nécessairement de la source, le pouvoir légal, donc des statuts, donc du cercle d'ancrage. Donc quel est le dispositif pour cette organisation qu'il veut mettre en place ou qui existe sur la façon de déléguer les dépenses et les autorités pour contracter. Donc ça part, c'est aussi à ce moment-là qu'on le fait. Maintenant, on va s'intéresser aux employés et puis les former au minimum hein, à la raison d'être, ce que c'est qu'une raison d'être pour que ce soit vraiment très concret. On va les former à ce que c'est qu'une redevabilité pour qu'ils ne le prennent pas comme une fiche de poste, mais bien comme une activité qui crée de la valeur, avec les notions de fonction client-fournisseur. On va s'intéresser aussi à l'accompagner pour qu'ils comprennent bien ce que c'est qu'une tension dynamique, une tension organisationnelle, qui n'est pas une réaction par rapport à un problème, etc., etc. Donc il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Et puis, on va les lancer sur un travail de réflexion individuelle sur leur encodage de leur rôle, qui commence à travailler là-dessus. Ensuite, on va les regrouper par cercle, donc il va y avoir une séance d'encodage des cercles pour chaque cercle qu'on a vu précédemment, par équipe. Et puis, nous, on le fait en 2 sessions de 2 heures, mais ça peut être un peu adapté, bien sûr, de façon inclusive, en intelligence collective, pour qu'ensemble, ils puissent aboutir, converger vers la définition de la structure de leur cercle, c'est-à-dire la définition des rôles et des politiques de leur cercle, la définition aussi des formats de réunion, et la définition des indicateurs, etc. Enfin, tout ce qui est nécessaire par cercle de façon inclusive et en intelligence collective, et permettre aussi au leader de cercle de prendre sa juste place en fonction de ce qui est attendu de lui pour les cercles. Donc voilà, on arrive là maintenant à un stade où tous les cercles du cercle général sont encodés, les rôles dans chaque cercle sont encodés, et donc on peut maintenant mettre tout ça sur un logiciel, donc Glassfrog ou Holaspirit. Bien sûr, il y a des formations à l'outil, en plus, formation à Glassfrog ou Holaspirit. On finit l'encodage par un travail sur la feuille de route. La feuille de route, juste un point là-dessus, la feuille de route n'est pas uniquement la mise en place de l'outil Holacracy, parce que si vous vous limitez à la mise en place de Holacracy, vous passez à côté d'autres sujets. Et bien sûr, on est dans la gestion du changement, donc il y a le changement de la structure, et Holacracy parle que de la structure organisationnelle, et de l'interface entre les personnes à travers leur rôle. Mais bien sûr, il y a la question de l'accompagnement des individus, bien sûr, il y a l'accompagnement aussi du collectif. Il y a 2 autres dimensions en plus de Holacracy. Holacracy est dans le champ de l'organisation, et bien sûr, il y a 2 autres champs pour couvrir une transformation complète. Il y a le champ de l'individu, et puis il y a le champ collectif, du corps social. Et on a vu tout à l'heure, je vous ai parlé au début de croyances collectives, c'est là que ça se joue. Bon, voilà à peu près l'encodage rapidement mené. Une fois que cet encodage est prêt, en parallèle, effectivement, c'est important de former des facilitateurs, donc une formation exprès pour ça, que c'est la formation de praticiens, de former un nombre suffisant de facilitateurs pour pouvoir faciliter, accompagner les cercles dans l'étape d'après, pour qu'ils soient prêts. Et puis donc en parallèle de cet encodage, en parallèle de cette formation des facilitateurs et la 3e formation dont j'ai parlé, qui est la formation des managers, qui est enclenchée, et bien maintenant on peut signer la Constitution. Donc on va demander au mandataire social, nous on les appelle les ratifieurs, je sais que le mot n'existe pas en langue française, mais c'est ceux qui ratifient. Donc on va demander aux ratifieurs de signer la Constitution devant tout le monde. En général on fait un kick-off, quelque chose d'un peu symbolique, parce que c'est pas rien comme changement dans l'exercice d'exercer le pouvoir. Et puis aussi, on va demander aux associés constitutionnels aussi de signer cette constitution. Associés constitutionnels dont j'ai oublié de parler, mais je ne veux pas trop alourdir. Il faut admettre, parce que c'est la réalité, que parmi les collaborateurs, il y ait des collaborateurs, et parfois beaucoup de collaborateurs, qui n'aient pas forcément envie, soit l'envie, soit les capacités de pouvoir devenir patron de leur rôle. Ça, c'est une réalité. Et donc, il y a ça à gérer. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la notion d'associé constitutionnel. Bon, pour ceux qui veulent aller plus loin vers ça dans la Constitution. Et donc c'est aussi important au moment de l'encodage de bien identifier, de gérer les relations avec les collaborateurs, d'identifier qu'est-ce qui fait qu'une personne est associée, pas associée, afin que les associés puissent signer la Constitution et que les non-associés leur sachent le minimum suffisant. Ils ne sont pas exclus, bien sûr, loin de là, mais les mettre tout de suite en associés, ça créerait trop de stress, ça ne serait pas à leur portée et donc ça serait préjudiciable à la fois aux personnes et à l'organisation. Donc voilà, donc il y a cette question d'associés à traiter aussi au moment d'encodage. Et donc on va les retrouver au moment de la signature de la Constitution par les mandataires et par les associés. Maintenant que la Constitution est adoptée, eh bien on va pouvoir lancer, c'est l'étape d'après, le lancement des cercles, la continuation de la formation de l'excellence managériale, et puis les facilitateurs, ils ont été formés, donc ils sont prêts à lancer.
En général, il y a besoin d'un peu de les préparer et puis c'est parti pour la phase de lancement. Voilà, grosso modo, cette première étape qui va d'un premier contact avec un dirigeant jusqu'au lancement des cercles. Alors, il peut y avoir des changements, mais globalement, sur toutes les plus 120, 130 entreprises qu'on a accompagnées, ça ressemble à ce que je viens de vous dire. On ne l'a pas décidé mentalement, c'est naturellement, c'est plein de bon sens. Voilà, merci de m'avoir écouté sur le sujet.